Donc aujourd'hui, on va parler de planification d'un budget d'ads sur une période, sur un an par exemple, ou peut-être moins, parce que c'est le début de l'année et c'est forcément un sujet un petit peu d'actualité. Peut-être que vous avez déjà un joli budget annuel qui a été planifié, peut-être que pas du tout et que vous vous posez la question. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous partager un petit peu les bonnes pratiques en fonction de ce qu'on voit, notamment avec nos clients. Sachant qu'en matière de planification, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui planifient pas du tout, qui vont lancer des campagnes d'ads pour voir ce que ça donne en fait, en se disant ok on attaque avec je sais pas moi 30 euros par jour et puis on voit ce que ça donne. Et donc ça c'est un des extrêmes du spectre. Et de l'autre extrême ça va être peut-être des grands comptes qui ont des énormes budgets et qui donc vont détailler de manière très précise comment ils vont déployer ça tout au long de l'année. Ça va être voté à la fin de l'année précédente. Enfin voilà, c'est beaucoup plus carré. Et donc en fait, l'idée c'est que, en matière de planification, vous vous situez forcément quelque part entre ces deux extrêmes. Et nous, notre point, ça va être d'essayer de vous donner un petit peu nos conseils pour voir comment gérer ça et voir un petit peu ce qu'on vous recommande. Et ça va être aussi beaucoup alimenté par ce qu'on peut voir avec nos clients. On a pris pas mal d'exemples de nos clients qui vont permettre d'illustrer un petit peu la méthode. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous présenter ce que nous on considère comme étant notre règle d'or, si on peut dire, en matière de planification budgétaire. Donc ça, ce sera notre premier point. Ensuite, on présentera les différents moments importants de l'année, ce qu'on a décidé nous d'appeler les marronniers, et puis on donnera quelques exemples de manière dont on peut tirer parti de ces marronniers en fonction peut-être de différents secteurs d'activité. Et après, on vous présentera 3 exemples clients qui illustrent différentes stratégies qu'on va présenter. Donc, si je reviens un petit peu à notre sujet principal, qui est donc notre règle d'or, l'idée, c'est qu'il y a 2 points qui sont vraiment importants. Et si vous devez retenir 2 choses de ce live, c'est vraiment ces 2 choses-là. Le premier, c'est qu'on conseille plutôt une budgétisation périodique qu'une navigation à vue, si on revient à ce qu'on se disait en intro. C'est-à-dire que plutôt que de lancer des ads en se disant voilà, je mets tel budget et puis je verrai ce que ça donne, essayez de réfléchir plutôt sur une période. Donc ça peut être par an, ça peut être par semestre, par trimestre, même par mois, si vraiment vous êtes à un niveau peut-être où vous testez des produits ou des marchés. Mais voilà, c'est quand même assez important, ça vous permet d'avoir une attaque plus rationnelle, de fonctionner comme ça. Et la deuxième règle hyper importante, c'est d'avoir un mix en fait entre un flux continu d'ads et l'exploitation de moments choisis. Par exemple, pour illustrer, si vous êtes chocolatier, vous allez évidemment investir beaucoup plus à Noël que le reste de l'année, mais il ne faut pas non plus investir que à Noël. Parce que c'est pas très rentable en fait, c'est pas très efficace, ça ne permet pas bien de nourrir les algorithmes de publicité et ça vous permet pas non plus d'accumuler de la data, notamment si vous voulez faire du retargeting ou des choses comme ça. Alors Thomas, c'est plus ton expertise que la mienne là-dessus, donc tu as peut-être envie de compléter un petit peu sur ce point-là précis. Ouais, je veux bien. En tout cas, tu as déjà évoqué les deux. Déjà, bonjour à tous. Enfin, je crois qu'on s'est déjà vu juste avant. Voilà, au moins, vous avez le duplex. Du coup, les deux règles, oui, effectivement, budgétiser de façon périodique, c'est hyper important pour voir venir les choses. On conseille personnellement d'avoir plutôt une vision semestrielle ou annuelle, tout simplement parce que c'est des cycles qui vont se répéter. Et si vous avez déjà une année ou deux d'activité, vous voyez à peu près, à part bon, pour les années Covid où c'était un peu particulier, mais vous avez déjà à peu près une vision de saisonnalité qui sont hyper nécessaires à identifier pour justement baisser surtout les budgets quand on n'a pas besoin, mais surtout pouvoir allier cette règle-là avec la seconde qui est avoir un flux continu. Parce que il y a beaucoup de gens qui se disent tiens, j'ai pas forcément d'opportunité en ce moment, je vais couper totalement mes ads. Ce qui en fait va avoir un effet assez négatif sur votre compte. Tout Attends, simplement. Thomas, on a un petit souci, manifestement, ton son ne passe pas. Ah, Bon, c'est un peu les aléas du duplex hein, qu'on expérimente par cette période de grève.
Donc, bon, on va, je vais reprendre un petit peu la parole et puis dès que tu es, Ouais. Pas de de souci, nouveau aucun audible, problème. on te dit. Euh, bon, du coup, excusez-nous pour ce petit contretemps, je vais reformuler un petit peu ce que nous disait Thomas, c'est qu'effectivement, donc, Thomas, lui, gère beaucoup de campagnes, notamment beaucoup avec Google Ads. Et son meilleur conseil, ça va être plutôt de fonctionner de manière trimestrielle ou semestrielle pour pouvoir voir venir, collecter de la donnée et juste mieux s'organiser. Donc voilà un petit peu en très résumé son propos. Ouais. Euh, Nous, enfin, ça c'est une règle assez générale finalement. Et de manière plus spécifique à chacun et chacune, ce qu'on conseille, c'est de prendre cette règle et après de l'adapter à votre activité en identifiant les moments en fait dans une année qui vont être les plus adaptés à votre activité. Et ça, c'est vraiment un travail de casuistique. On peut pas vous dire miser sur Noël, le Black Friday et la Saint-Valentin est terminé, quoi. C'est pas possible parce que chacun va avoir une particularité qui va pouvoir se révéler dans telle ou telle occasion de l'année que d'autres n'aura pas en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et peut-être que ce que vous pouvez faire par rapport à ça, nous c'est ce qu'on conseille en tout cas, c'est de vous poser un moment au début de l'année, donc typiquement maintenant, de prendre le calendrier de votre année et de prendre en fait la liste de ces marronniers, alors qu'on va détailler tout de suite, et un par un de les examiner et de vous dire ok, est-ce que là c'est adapté pour moi, est-ce que j'ai quelque chose à faire ou pas. Une fois que ça c'est fait, vous cochez toutes ces dates sur votre calendrier et vous notez que vous allez devoir préparer quelque chose. Et après, pour chacun de ces événements spéciaux, vous allez donc préparer des campagnes spécifiques. Et alors, ce qu'on conseille, nous, c'est de commencer une préparation par exemple, prenons l'exemple de Pâques. Ouais. On commence 60 jours en avance en préparant les créas et tout ce qui va être copywriting. Et alors, nous, on s'est dit 60 jours parce que c'est une moyenne, mais après, bon, Colline, t'as vu des campagnes avec des créas énormes qui nécessitaient des shootings et tout, où là, il faut plus prendre peut-être 90. Ouais, puis mine de rien, le temps file, quoi. Donc c'est vrai que si on veut pas être dans le rush au moment de lancer la campagne, bah, c'est vrai que si on s'y prend 2 mois à l'avance, au moins on est sûr que normalement on sera pas dans le rush et ça permet d'avoir du temps en plus si jamais on a des problèmes, des choses qui n'étaient pas prévues et du coup vous allez perdre du temps et après vous évitez du stress, quoi. Ouais, donc il faut vraiment anticiper, quoi. Mais bon, là, c'est chacun voit sa manière de fonctionner. Certains préfèrent le stress un peu la dernière minute qui va donner des ailes. C'est d'autres presque non. inévitable, hein. Souvent Oui, on ça veut pas finit, tout anticiper et... ça finit souvent comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, disons que le délai de préparation de la créa est assez variable en fonction de ce paramètre-là. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on conseille, nous, qu'à J-40, les campagnes soient prêtes. Donc tous les visuels, tous les textes, tout soit prêt pour être lancé. Et à J-30, en moyenne, hein, c'est adapté, on envoie les campagnes et c'est parti, quoi. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qu'on conseille là-dessus. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez ce calendrier annuel avec vos différents marronniers identifiés et que vous avez ces délais en tête de 60, 40, 30 jours, vous pouvez en tout cas planifier votre travail. Après, il va rester à planifier le budget, mais vous pouvez planifier votre travail pour savoir à quel moment vous allez devoir bosser pour faire des créas, pour rédiger du texte, ce genre de choses. Un petit rétro-planning. Exactement, un Rétro-planning rétro-planning carré. Maintenant que c'est vu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liste des marronniers qu'on retrouve tous les ans. Bon, c'est pas une liste exhaustive, parce qu'en fait, il y en a plein. Moi, j'ai découvert dans le métro cette semaine qu'il y avait le Veganuary qui a fait son apparition cette année. Et donc, c'est une liste qui est vraiment à compléter, parce qu'il y a plein de dates, il y a plein de journées internationales de choses diverses et variées. Nous, ce qu'on a mis, c'est en tout cas peut-être les plus connus. Et après, il y a évidemment un travail de veille à faire sur votre activité pour éventuellement identifier d'autres dates plus spécifiques qui pourraient peut-être correspondre parfaitement à votre activité.
Donc, bon, la première qu'on a identifiée, c'est la galette des rois, l'épiphanie, qui était il y a une dizaine de jours. Ce qu'on va faire, c'est pour chacune de ces dates, on va regarder un petit peu sur l'aspect créa, ce qui peut être intéressant à mettre en place. Et puis on essaiera de donner aussi quelques exemples peut-être de secteurs qui peuvent être intéressés. Bon, la galette des rois, l'univers créatif, c'est quoi? Ouais, ça peut être la galette des rois, ça va être plus être de la boulangerie, de la grande surface, des supermarchés. Là, de toute façon, faut miser à fond sur des photos, de la photographie. On va pas être du tout sur du graphisme, du dessin et tout. Enfin, ça peut se faire, on peut combiner de la photo et du dessin, mais là, on est beaucoup sur de la photo alléchante, quoi, qui donne envie de croquer dans la galette, qui donne envie aux gens d'aller acheter la galette. Donc, c'est beaucoup de photos et on va dire de mise en scène assez épurée, quoi. C'est assez épuré et comme ça s'adresse vraiment à plus de la publicité pour du supermarché, de la grande surface, de la boulangerie, c'est vrai qu'on va pas être dans dans des mises en scène spectaculaires qu'on peut avoir pour d'autres marronniers. Donc là, on est plus sur, je trouve en tout cas, de la simplicité. On va à l'essentiel, on montre le produit, quoi. Et puis il y a aussi un timing qui est assez serré, puisqu'en fait, Ouais. t'as Noël qui est 2 Ouais. semaines avant. Et donc là, t'as une fenêtre de tir assez courte quand même pour Bah pour ouais, ça. parce qu'en plus, ça va être vraiment de la boulangerie, de la grande surface et tout. Et eux, ils sont à fond dans Noël. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, concrètement, là, qu'il faut vraiment bien prévoir. Comme ça, la galette, on se le prévoit bien. Et quand c'est l'occasion, on sort les assets, quoi. Parce qu'en plus, c'est hyper rapide, c'est hyper court. Et on le voit très bien que souvent la galette, ça commence un peu avant le 1er janvier parce qu'il y en a Ouais. qui commencent à en consommer le 1er janvier. Donc, et c'est une période hyper importante, par exemple, pour les boulangeries. Donc, Et puis potentiellement, ça peut durer un peu sur le mois de janvier aussi. ouais, là, la galette, c'est jusque fin janvier. Donc, faut Et alors, pas- là, il y a peut-être des opportunités aussi pour, au-delà des boulangeries et des grandes surfaces, pour d'autres business qui auraient un lien avec, avec ce côté peut-être royal, ouais. un peu majestueux. Alors là, comme ça, j'ai pas forcément d'idée, mais Après, ça peut être tout ce qui est touristique, Château de la Loire et tout. Ils vont Ouais. se dire, tiens, on peut organiser un événement Galette des Rois au sein de nos châteaux de patrimoine. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faut être créatif. Quand c'est pas vraiment son secteur et qu'on se dit, ah, la galette, c'est quand même un beau moment, faut être imaginatif. Hein. ouais, clairement. Pardon. Alors ensuite, on a les soldes. Les soldes cette année, c'est du 11 janvier au 7 février. Quel est l'univers visuel des soldes? Là, c'est déjà plus Ah là, c'est... plus complexe. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Ça va vraiment dépendre de son activité. On est bien évidemment dans la mise en avant de la promotion. Donc, après, bien, c'est comme Noël, quoi. Au bout d'un moment, les gros -50, -60 qui s'affichent, on en a un peu marre quand on est sur les réseaux sociaux. Donc là, faut pas hésiter à justement prendre le contre-pied. Suivant en plus votre activité, ça peut être très bien de prendre ce contre-pied de la grosse réduction qui va s'afficher, qui va flasher, qui va pétiller de partout. C'est bien de vraiment mettre l'accent sur ce qu'on vend et limite en fait de mettre la réduction un peu... Moi je conseillerais en fait de pas forcément mettre la grosse réduction en avant, mais plus son produit. Ah, le produit est cool. Est-ce qu'il y a une réduction? Et du coup, la réduction, elle est en plus petit, dans un coin. Enfin, ça, c'est en fonction du format de la publicité. Elle est dans un coin, dans un sens de lecture, en fait. Pour Ok. vraiment un peu... parce qu'au bout d'un moment, on n'arrête pas de voir des -50. On voit que le gros Ouais, -50. on s'en On lasse sait un même peu, plus ce quand qu'on achète. Donc... Ensuite, on a la Saint-Valentin, le 14 février, donc, mm. qui arrive une semaine après la fin des soldes. Donc ça montre aussi que c'est des choses qui peuvent s'enchevêtrer. Donc là, Ah bah, totalement. faut choisir Ouais. hein, ce que vous prenez. Ouais, mais ça peut être combiné. Hein. Ça peut être combiné Ça aussi. peut Ouais. être combiné. Justement, c'est bien de le programmer
Parce qu'il peut y avoir les soldes et vous allez vous dire, par exemple, 2 semaines avant la Saint-Valentin, c'est les soldes, profitez-en pour la Saint-Valentin. Enfin, ça peut être totalement dans un discours publicitaire de dire ça tombe bien, c'est les soldes et en plus dans 2 semaines, c'est la Saint-Valentin. Donc faites-vous doublement plaisir, quoi. Bon, au niveau de l'univers visuel de la Saint-Valentin, bon, on connaît bien, c'est beaucoup de rouge. Ouais, les rouges, les fleurs, les chocolats. Le rose aussi. Pas mal de rose. Après, pareil, hein, moi je conseille toujours de s'éloigner de ces univers-là pour justement se démarquer et interpeller et dire, dis donc, lui, il est pas classique. Donc du coup, de susciter la curiosité des gens, de se dire pourquoi il fait pas comme les autres. Mais en cassant complètement le code, ou parce que tu gardes forcément quand même un lien, peut-être une petite rose dans un angle. Petite rose dans un coin. Non, bah après, c'est que là, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va vendre. Donc, par exemple, un fleuriste, le fleuriste, au lieu de mettre en avant son gros bouquet de roses rouges, bah, il peut totalement mettre en avant des compositions plus naturelles, plus dans la saisonnalité des plantes. Enfin, c'est ça, en fait, c'est de... Pareil, la boîte de chocolat, de pas forcément mettre en avant ces chocolats en forme de cœur, enfin, tout ça, quoi, d'être un peu plus original, de se démarquer pour que les gens se disent, il fait pas comme tout le monde, tiens, je vais aller voir ce qu'il fait, ce qu'il me propose, et en plus, bah, peut-être que pour la personne ciblée, elle se dira, ah, c'est original pour une Saint-Valentin, ou ça change d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même bien de garder un peu les petits codes. Ouais, pour assurer. Ça fait toujours plaisir. Pour assurer les gens. On a Ouais. une question. On nous demande si ça peut être intéressant de cibler des périodes de creux pour compenser le manque d'efficacité des autres canaux avec de l'ADS. Si je comprends bien la question, oui, clairement. Clairement, les périodes de creuse, c'est-à-dire des périodes qui sont pas ces périodes de pic dont on parle, forcément c'est intéressant parce que même si vous surfez pas sur une actualité du calendrier, vous avez toujours d'autres messages marketing qui peuvent être intéressants. Vous pouvez mettre en avant les vertus de votre marque, de votre service, son efficacité. Donc évidemment, il n'y a pas du tout que ces aspects calendriers qui peuvent être intéressants. Là, nous on en parle parce que ça représente des opportunités, mais c'est évidemment pas les seules opportunités qui existent, sinon ce serait un peu compliqué. Donc en fait, justement, une stratégie qui nous semble riche, ce serait de miser sur ces, comme on le disait en intro, de miser sur ces événements en choisissant vraiment ceux pour lesquels vous êtes pertinent, ou ceux plutôt qui sont pertinents pour votre activité. Et à côté de ça, d'avoir un travail vraiment très exigeant sur des campagnes d'ads qui vont être centrées sur d'autres choses que sont la qualité de vos produits, vos bénéfices, enfin les bénéfices que vous offrez à vos clients, toutes sortes de choses intéressantes, quoi. Donc voilà, c'est un mix un petit peu à trouver entre les deux. Ouais, Mais faut pas négliger le flux continu, quoi. C'est d'avoir des messages hors ces périodes-là qui sont aussi hyper importants. Enfin, de pas stopper sa publicité entre deux gros marronniers, quoi. Ouais, clairement. En fait, ça illustre la règle d'or qu'on évoquait en intro, c'est que le flux continu de pub qui n'est pas corrélé à ces marronniers, ça va être justement ces publicités qui ne font pas allusion à Noël ou au Black Friday, mais plutôt à ce que vous faites dans le fond. Et la partie plus ponctuelle, occasionnelle, va être axée sur ces événements-là. Donc voilà, je pense que la réponse est assez claire. Bon, alors ensuite, on continue un petit peu notre tour d'horizon. On avait identifié la Chandeleur et le Mardi Gras qui tombe cette année le 2 février et le 21 février. Bon, là, ça a peut-être concerné un peu moins de monde. On pensait, pareil, aux grandes surfaces, peut-être aux boulangeries aussi. Bon, c'est un peu anecdotique. Il n'y a pas forcément d'univers créatif spécifique, là. Non, il n'y a pas de... Bah après, il y aura tout ce qui est... Il y a la Chandeleur, après il y a Mardi Gras. Donc Mardi Gras, on va être sur le costume, tout ça. Mais non, Chandeleur, on est vraiment sur publicité, grande surface. Après, on oublie, mais il y a aussi tout ce qui est B2B.
Donc ça peut être très bien des grossistes qui vont mettre en avant de nouveaux produits, de nouvelles farines, de nouveaux œufs, enfin tout ça. Et c'est vrai que là, Chandler, après ça peut très bien aussi être des restaurants, on n'en parle pas assez, mais il y a aussi tout ce qui est commerce alimentaire, ouais, restaurants, brasseries, tout ça qui peuvent très bien faire des petites offres ou des petits menus spéciaux pour la Chandeleur, pour aussi la galette des rois. Enfin, ça, faut pas hésiter aussi quand vous êtes à un restaurant. J'allais dire fast-food, mais non, pas fast-food, mais ouais, restaurant, commerce de bouche, faut pas hésiter. Même des fast-food pour le Mardi Gras pourraient. Ah oui, bah, je pense qu'ils le font d'ailleurs. Les gros fast-food qu'on connaît tous, je pense qu'ils hésitent pas. De toute façon, ils communiquent sur tout à chaque fois. Donc, Ouais. C'est vrai que c'est des bonnes sources d'inspiration. mm. Ils ont des talents créatifs assez exceptionnels. Ouais. Alors ensuite, on avait Pâques. Ah, Pâques. Sacrée période. Ouais. Et ça, Pardon, ça, je suis en pour train de le mourir coup, en même temps. Ça va aller, ça va aller. Bon alors Pâques, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, Pâques, c'est, comme tu l'as dit au début, c'est typiquement l'événement qu'il faut prévoir pour tout ce qui va être fleuriste, chocolatier, bah, encore nos fameux supermarchés, nos commerces de bouche, etc. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose où tous les ans, on en parle vraiment beaucoup avant. Donc au moins 30 jours avant, on entend parler de Pâques. Donc c'est vrai que si on veut s'aligner avec les grosses marques, les grosses entreprises qui font de la pub à cette période-là, bah, c'est bien de prévoir, quand on est une plus petite marque, de lancer en même temps qu'eux. Donc bien sûr, de mettre en avant une semaine, 2 semaines avant la date clé. Mais c'est vrai que c'est bien de prévoir cette période parce que bah, quand vous êtes un chocolatier, une petite boulangerie et tout, bah, ça vous permet d'avoir plus de visibilité et de faire votre chiffre. Et pour un chocolatier, je crois que c'est encore plus fort que Noël. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est vraiment Pâques. Ouais. Ah ouais, Donc, c'est faut pas se louper, quoi. the événement. Et puis il y a aussi une tendance dans la tech. Donc là, c'est peut-être plus du B2B, mais en fait, ça marche aussi en B2C avec les Easter eggs qui vont être cachés dans des applis. Ouais. Et ça. Ça, c'est hyper original, ouais. Ouais. Et c'est un truc qui est sorti un peu nulle part, mais finalement, ça s'est imposé au fil du temps. Alors je crois qu'on a récupéré notre Thomas. Ça y est, le duplex fonctionne. Thomas, ouais, du coup sur la partie peut-être plus pareil, planning, budget et tout, est-ce que tu as des choses sympas à nous partager? Alors, je reprends sur la partie planning, tout ça, ou que sur Pâques? On est sur Pâques? On est sur Pâques, ouais. Ok, on est sur Pâques toujours. Ok. La partie planning, bah, je pense que comme l'a dit Colline très très bien, comme d'habitude, hein, elle dit très très bien les choses jusque là. Je pourrais même ne plus être là, hein, clairement, mais non, mais concrètement, c'est quelque chose qu'on prépare beaucoup plus à l'avance que pas mal de choses, tout simplement parce que en fait, bah, c'est quand même une étape importante de l'année. C'est quand même un des gros marronniers. Donc, faire attention à cette date-là. Donc, on avait dit 40 jours à l'avance d'être prêt. C'est vraiment important de respecter cette date-là pour vraiment arriver à Pâques 30 jours avant, commencer à diluer un petit peu la publicité de façon naturelle. Donc voilà, génial. Et puis voilà, continuer de cette façon-là. Moi, j'aimerais bien rajouter aussi le fait que on parle beaucoup de chocolatier, on parle beaucoup de métier de bouche. Mais comme tu l'as dit, Pâques se prête de plus en plus à un peu sortir des sentiers battus. Il y a des exemples concrets, par exemple des marques de parfums qui vont associer ce qui va être le chocolat, la bonne senteur du chocolat à leur parfum pour dire voilà, une autre façon de se faire plaisir au lieu de manger du chocolat ou en tout cas de sentir ce parfum, c'est aussi d'avoir un parfum agréable sur soi. Et puis après, il y a complètement autre chose. Par exemple, il y a des marques d'assurance qui prennent le contre-pied de Pâques pour se dire que Pâques, c'est les œufs, c'est un objet fragile, par exemple, et ils vont faire des pubs autour de ça. Autour de protéger vos œufs de Pâques, par exemple, grâce à AXA, on va en citer qu'une, GMF, la Massif, on va en citer 3 comme à la télé, comme ça on est obligé de le faire. Voilà, donc on peut prendre le contre-pied en tout cas de Pâques, vu que c'est tellement fort au niveau marché que c'est encore une fois un des marronniers où on va pouvoir avoir, je
crois que ma caméra s'est arrêtée, mais ce n'est pas grave. Sur un superbe profil de ma part, on va pouvoir justement profiter de ce marronnier-là pour, en B2B en tout cas, pouvoir peut-être avoir un ton décalé. Ça va être beaucoup plus accepté que dans d'autres cas de marronnier qui est un peu plus sérieux. Donc voilà. Et pas hésiter à faire parler son talent créatif, quoi. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans cet exemple de l'assurance, c'est que ça illustre ce qu'on se disait tout à l'heure, qui est en fait que chaque business, pour chaque activité, vous pouvez trouver des moments où en fait vous pouvez passer votre tête et dire salut à tout le monde, quoi. Exactement. Les assurances ont pensé à le faire pour Pâques, alors que a priori ça s'en est pas évident, mais en fait une fois qu'on le voit, on se dit bah ouais, c'est bien vu. Et c'est exactement le raisonnement qu'il faut avoir pour toute activité sur chacun des marronniers, en se disant est-ce que là j'aurais pas un petit coup à jouer, parce que si vous trouvez un truc comme ça qui est intéressant et qui interpelle, qui fait sourire sûrement, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, parce que vous allez arriver avec un message décalé qui va surprendre les gens et les faire rire, et c'est souvent ce qui peut bien fonctionner en matière de pub, quoi. Si on fait rire les gens, normalement c'est gagné, hein. C'est gagné. Donc, si on les fait sourire, si on les voilà, faut faire ça surtout, quoi. C'est là où c'est hyper important d'avoir une gestion périodique de son budget, parce que dès ce moment-là de cette planification, de me dire tiens, je veux faire quelque chose de précis sur Pâques, si c'est 3 mois avant que vous réfléchissez à ça, vous allez déjà peut-être avoir des idées, les développer, et vous serez déjà prêt. Donc c'est là où en fait une gestion budgétaire peut devenir aussi une création d'idées. Donc c'est là où en fait toute cette préparation en fait est hyper importante avant tout. Bon, alors on continue. Après Pâques, on a au printemps fête des mères, fête des pères. Bon, assez intéressant aussi. Je sais pas si ça vaut le coup de rentrer trop en détail, parce que sinon ça va quand même nous prendre beaucoup de temps de tout détailler. Mais bon, à noter que c'est quand même des moments qui sont assez permissifs, parce que finalement c'est au-delà des traditionnelles fleurs et chocolats, on peut aller très loin dans les cadeaux, parce qu'en fait on offre à son papa ou sa maman, son mari ou sa femme ce qu'on veut, quoi. Donc, exactement. ça peut aller très loin. Donc tout type d'e-commerce, de retail peut y trouver son compte. Encore une fois, là, c'est créativité à fond, trouver une idée de cadeau original, et pas hésiter aussi à avoir dans son discours ce principe-là de dire c'est fini les chocolats, c'est fini les fleurs, offrez plutôt ça à votre maman, ça lui fera plaisir, ça sera utile, tout ce que vous voulez, ça sera original, quoi. Clairement. Ensuite, on avait identifié la fête de la musique, le 21 juin. Qui peut être intéressant pour évidemment toutes les activités musicales, les plateformes, les événements, mais aussi les bars, restaurants, et puis même d'autres auxquels on pense pas, mais en tout cas ceux-là ils sont particulièrement les espaces publics, les espaces privés, pour des soirées spéciales, des journées spéciales, des week-ends spéciales musique. Puis on l'a pas trop cité encore, mais tout ce qui est librairie, multimédia, tout ça peut être vendeur d'électronique, ça peut le faire pour tout ce qui est enceinte, téléphone. Faut y aller. Faut y aller. Alors ensuite on a les soldes d'été. On y va. Oh, pardon. On a les soldes d'été du 28 juin au 25 juillet. On a déjà parlé des soldes d'hiver tout à l'heure, donc il n'y a pas tellement de différence sur les marchés qui vont être concernés. Ça va être plus des vacances, quoi. Cibler les vacances qui arrivent au soleil. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, de fait, comme c'est pas non plus la même saison, l'esthétique va pas être la même de ce point de vue-là. Ouais. Et alors Thomas, tout à l'heure, on n'avait pas la chance d'avoir ta voix avec nous quand on parlait des soldes d'hiver. Je pense qu'en termes de timing, c'est un peu la même logique, si ce n'est que l'hiver, t'as Noël juste avant. Alors que là, le champ il est plutôt dégagé avant les soldes d'été. Contrairement à une fête comme Noël, les soldes c'est une période, donc tu démarres peut-être pas des campagnes avant. C'est ça où je voulais en venir tout à l'heure, justement, c'était une très très bonne question. C'est que les soldes, en plus c'est important au niveau réglementation, ça ne se commence pas avant. Au niveau notamment, tout simplement d'un point de vue légal, des choses. Vu que c'est une période donnée, il faut vraiment commencer au suivant les autorisations données pour les marchés, différents marchés, et puis de toute façon pour l'utilisation des moins 50%, moins 30%. C'est hyper important de conserver ça. Donc du coup, commencer plutôt le jour J
ou en tout cas peut-être un peu avant dans la période autorisée, mais surtout faire attention à ne pas commencer 30 jours avant. Voilà. Et puis même si on commence 30 jours avant, en plus les soldes, ça a tendance à faire un contre-effet parce que les gens se disent tiens j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et ils vont pas forcément revenir sur le site ou en tout cas sur les produits concernés. Donc ce sentiment un peu d'urgence au niveau des soldes, c'est hyper important de le créer et de le nurturer, enfin en tout cas de l'alimenter au fur et à mesure de cette période de solde afin d'arriver à la fin sur dernier jour, enfin, les classiques, hein, dernier moment pour profiter de ses offres, ainsi de suite. Donc, faut pas hésiter à jouer sur ce timing-là, en fait. Ouais. Ok. Bon, top. Je pense que ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un petit peu rapidement sur les autres marronniers, parce que là, on a Ouais. couvert la moitié de l'année et ça risque d'être un petit peu long si on rentre dans le détail pour chacun. Donc on va juste donner les noms et puis peut-être 2-3 idées vraiment ponctuelles. Ouais. Donc après les soldes, on a à peu près à la même période les résultats du bac qui cette année seront le 5 juillet si vous avez des enfants ou frères et sœurs en terminale. Qui peut être intéressante, parfois on peut voir des opérations dessus. Donc là, pareil, hein, même réflexion. Essayez de voir si ça peut être peut-être l'occasion pour vous de tenter un coup. Ensuite, on a toute la période d'été qui peut être intéressante pour... souvent on voit des B2B Summer Sales pour du logiciel, pour des applis, tout ce qui va être loisirs aussi d'été. On a le Back to School donc en septembre, intéressant pour la mode, pour la papeterie notamment. On a noté aussi le mois d'octobre rose, enfin l'octobre rose, pendant donc, tout le mois d'octobre. Halloween qui est le 31 octobre. Le Movember tout le mois de novembre. Le Black Friday, alors je sais pas la date pour cette année, mais c'est vers le 20 et quelques novembre. Troisième vendredi de novembre. Troisième vendredi de novembre, voilà. Concrètement. C'est ça. Oui, il est vraiment transverse, hein, tout le monde s'y met. Ouais. Là maintenant c'est un peu compliqué de sortir son épingle du jeu même. Il y a quand même un moment de contre Black Friday, un mouvement pardon de contre Black Friday qu'on observe. Mais bon, ça reste quand même assez. Ça reste un passage obligatoire pour beaucoup de secteurs. Ouais. Et je voulais juste ajouter pour Octobre Rose et Movember, et même en fait sur la période de fin d'année, ce qui se fait de plus en plus, c'est tout l'univers associatif. Vous allez avec votre marque faire un partenariat, faire une opération avec une association. Et ça, c'est de plus en plus mis en avant. Donc, Octobre Rose, ça va être toutes les associations qui viennent en aide aux femmes, au cancer, etc. Pareil, Movember, cancer pour les hommes. Et c'est de plus en plus fait par les marques de s'allier avec des associations. Et c'est vrai que c'est bien de le mettre en avant, donc de faire de la pub dessus, pour d'ailleurs faire connaître des associations qui ne sont pas connues, et vous, dire que vous êtes engagé, que vous avez... cette valeur dans votre marque, donc ça vous permet d'alimenter en fait votre image de marque, quoi, et de dire que vous n'êtes pas un simple e-commerce, simple magasin, que vous avez aussi des valeurs, quoi. C'est hyper important parce que c'est pas très compliqué finalement de mettre en place des actions vertueuses, alors encore faut-il le vouloir, mais communiquer dessus et le faire savoir, ça peut être plus complexe. Donc là c'est vrai que c'est des occasions vraiment qui s'y prêtent pas mal. Bon, ensuite il nous restait Noël. Bon, Noël, on a fait un webinar entier sur le sujet. C'était fin novembre. Donc si le sujet vous intéresse, même si là c'est un petit peu passé, mais pour l'année prochaine, vous pouvez aller voir sur notre site. Il y a 1 heure de dissertation sur Noël avec tous nos meilleurs conseils. Donc on va passer là-dessus. Avant d'enchaîner sur nos exemples clients qui vont permettre d'illustrer bien tout ça, on avait une question un petit peu technique. Alors Thomas, ça va plutôt être pour toi. La question c'était comment repérer les pubs de concurrents qui utilisent notre marque en mots-clés. Et moi l'idée que j'avais derrière en lien avec le thème dont on parle aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu gères ça en termes budgétaires, quoi. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui a décidé d'investir énormément dans le fait de squatter ton mot-clé, ça peut poser des questions. Donc voilà, question pour toi mon Thomas. Alors comment repérer déjà de façon assez simple la méthode gratuite, c'est taper son nom de marque dans Google et voir si justement on a des pubs qui s'affichent de concurrents. La méthode un peu moins gratuite, c'est d'utiliser des logiciels comme par exemple SEMrush
pour ne citer que lui, qui vont permettre de savoir sur quel mot-clé se positionnent vos concurrents d'un point de vue global. Mais rien qu'avec la méthode gratuite, déjà vous allez avoir pas mal d'informations. Une chose pour se défendre de ça, c'est déjà de créer une campagne de défense de marque, donc en achetant ses propres mots-clés, à savoir que aucun concurrent ne pourra être moins cher que vous sur votre mot-clé, ce qui est logique parce que votre nom de domaine, votre site, l'ensemble de votre identité porte le nom de votre marque, donc c'est logique que vous soyez le moins cher possible. Et ensuite, important, c'est de faire un travail sur votre défense de marque d'un point de vue générique, donc c'est-à-dire déposer ce nom de marque s'il ne l'est pas déjà auprès d'un institut qualifié, donc par exemple la CNIL, genre de choses, et d'envoyer un gentil courrier recommandé à ses concurrents pour leur dire de ne pas utiliser du coup votre nom de marque comme mot-clé, car c'est en gros de l'achat de propriété intellectuelle. Voilà. Donc déjà, ils ont interdiction normalement d'utiliser votre nom de marque dans leurs annonces. C'est-à-dire, par exemple, bien mieux que votre nom de marque, ce qui s'est déjà vu par le passé. Par exemple, bien mieux que Spotify, Deezer faisait de la pub comme ça. C'est un exemple pas forcément réel, mais en tout cas, j'ai eu plein de marques le faire de ce type. Donc, pas hésiter à avoir un peu une action aussi non digitale, donc c'est-à-dire de défense de marque juridique, pour voilà ça. Mais en tout cas, identification donc gratuite, taper son nom de marque et sinon avoir accès à un outil qui va vous permettre de scanner en fait tout simplement les pages de recherche. Voilà. Ok, bah écoute, c'est très clair. Bon, on enchaîne avec nos exemples clients. On en a 3 et ils sont hyper intéressants. Le premier, c'est un chocolatier qui a à la fois un e-commerce et des boutiques. Alors, on va pas donner son nom malheureusement, mais ce sera quand même assez intéressant. Thomas, tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce business ? Ouais, alors c'est un business. Bon, la marque est assez connue. Voilà, on va pas. C'est pour ça il y en a plein des chocolatiers connus, mais en tout cas c'est un chocolatier connu. Oui. Donc e-commerce, en fait, tout simplement un site marchand avec du click and collect ou livraison classique, plus du coup des boutiques partout en France, avec du coup un double objectif, vendre sur le e-commerce et vendre en boutique, tout simplement. Donc le business, c'est de la vente de chocolat. Donc la question, c'est de se poser, dans le cadre de notre organisation autour des marronniers, quels sont les grands marronniers sur lesquels on va mettre justement une grosse partie de notre budget, quoi. C'est ça la question principale. Il y a ça, et puis aussi quelle répartition on va faire, tu vois, sur ce budget. D'ailleurs, si tu as un ordre de grandeur sur le budget, ça peut être intéressant pour illustrer un peu le truc. Quelle répartition on va faire sur ce budget entre le flux continu et l'investissement sur des périodes spécifiques, quoi. Techniquement, on va plus être sur du 60-40, et là on va étonner des gens, c'est 60% sur les marronniers forts. Parce que en fait, dans le cadre de la chocolaterie, c'est hyper important d'être présent vraiment sur 2 mois de l'année, c'est-à-dire décembre et avril, mars-avril, courant Pâques. Donc du coup, on peut se dire qu'on va faire 30% du budget sur cette période-là, sachant que dans le cadre de la chocolaterie, il y a un peu plus avant et un peu plus après, parce que les gens vont continuer. On a des restes de tout ce qui a été créé pour Pâques, et du coup, on doit faire aussi de l'écoulement de tous ces stocks-là. Donc il faut continuer un peu après, si justement, c'est toujours le cas en tout cas dans ces cas-là, on a toujours du stock, on va brader. Donc ne pas hésiter à continuer la publicité, forcément pas aussi haut que pendant la période forte de Pâques, mais continuer à avoir un budget assez conséquent. Et ensuite, tout le reste du temps, les 40% restants de budget vont être sur l'année pour avoir le fil rouge, le flux continu, vraiment d'informations et d'ads qui va permettre en fait tout au long de l'année d'alimenter une audience, d'alimenter une qualité de compte qui sera active beaucoup plus facilement le jour où on a besoin de l'activer pour ces fameux marronniers. Parce que si on coupe, c'est là où j'ai pas pu vous dire tout à l'heure, mais si on coupe en fait tout simplement ces publicités de manière assez régulière, en fait on va perdre tout le travail de l'algorithme qui va devoir se remettre en route, se réaffiner, se requalifier pour le jour J, et on aura peut-être un peu de manqué de ce côté-là. C'est pour ça que le flux continu est hyper important. Et je trouve que ça, c'est une idée vraiment intéressante, c'est que
il faut pas considérer que les marronniers et le flux continu, c'est deux canaux d'acquisition complètement distincts, des gens qui se Ah ouais, connaissent pas et non, tout. ouais, En fait, c'est vraiment les deux s'auto-alimentent en fait. Et le travail du flux continu va venir enrichir la performance à l'occasion de ces marronniers. Donc en fait, c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir sur les deux et pas du tout se dire que c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il y a tout le retargeting, donc il suffit que, comme vous avez touché plus de gens dans les grosses périodes, bah, ces gens, s'ils ont apprécié votre marque et tout, ça permet de leur dire, au fait, je suis là toute l'année, quoi. Je suis pas là qu'à Noël, je suis pas là qu'à Pâques. Et en termes de messages et d'univers créatif, bon alors sur les temps forts du chocolatier, bon, on l'a évoqué déjà tout à l'heure en faisant le tour un petit peu du calendrier, on a compris ce qu'il pouvait compter. Hors temps fort, sur la période plus de creux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? Bah, d'ailleurs, Thomas, tu dois te souvenir un petit peu des messages ou des aspects peut-être de cette activité qui était promue. Bah, je pense que Colin pourra aussi parler de tout l'aspect vraiment créa, mais autour des messages, c'est vraiment déjà au niveau de la couleur, c'est très important. Il y avait une vraie volonté de garder la charte graphique, mais aussi d'y apporter des éléments saisonniers. Donc ça veut dire que même si on n'est pas dans les temps forts, il y a quand même une saisonnalité à la communication et des produits aussi qui changent réellement. Donc c'est-à-dire que par exemple, on arrive en hiver, les truffes au chocolat, ça commence déjà à sortir. Autour du début de l'année, on est vraiment sur un univers, comme on l'a dit, un peu plus galette des rois, peut-être milliardiste, ce genre de choses. Donc il y avait déjà le produit qui va changer, donc ça veut dire autour de ça, il va y avoir une culture de la communication qui va changer. Et après, dans l'axe de slogan, vraiment, c'est de rester au plus proche de la baseline de la marque. Et comme l'a dit Colin tout à l'heure, rappeler les valeurs, rappeler tout ce qui va être qualité en fait du chocolat, qualité des produits, et ne pas hésiter aussi d'utiliser ce flux continu pour tester les nouveaux produits avant les périodes fortes. Ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour déjà faire un test, voir si on pousse ce produit-là, est-ce qu'il match, est-ce que du coup dans 2 mois quand c'est le temps fort, on va le mettre en avant ou pas. C'est des choses hyper importantes. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. C'est vrai que c'est important de garder une poche budgétaire pour ces tests de nouveaux produits, en fait. Ça, c'est capital. Exact. Ouais, et puis vraiment en profiter pour mettre en avant sa marque, quoi. C'est, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise. Parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut être très intéressant de mettre en avant pendant des dates clés, pendant les marronniers, etc. Mais vous n'aurez pas forcément le temps de tout développer pendant ces marronniers-là. Et c'est pas forcément ce qui va faire acheter les gens non plus, parce que les gens, ils veulent acheter pour Noël, ils veulent acheter pour Pâques. Il y en a plein de personnes, elles s'en fichent. Il y en a que vous allez arriver à toucher avec ces belles paroles, on va dire. Mais il y en a d'autres qui vont vouloir du concret, qui vont vouloir de la réduction, qui vont vouloir du chocolat, du lapin de Pâques, de tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que c'est bien de prendre le temps en dehors de ces grosses périodes, de parler de sa marque, le chocolatier, qu'est-ce qu'on va utiliser comme cacao, quel fournisseur on a, etc. Ça intéresse vraiment de plus en plus les gens. Oui, c'est vrai que c'est une tendance qui monte énormément. Ouais. Et d'expliquer, oui, même on a vu parfois des créas où tu voyais en fait clairement le producteur, parfois tu sais un peu en mode commerce équitable, où ils allaient filmer la personne sur place et tout, en disant bah voilà notre chocolat chez machin, il vient de là. Ouais. Et c'est très fort ça marche. Et même de montrer ses ateliers, etc. Enfin, je sais que par exemple en chocolatier, il y en a beaucoup qui le font, de faire des journées portes ouvertes, des ateliers pour venir voir les laboratoires, etc. Et ça intéresse beaucoup les gens, et les gens sont très curieux, donc, donc quand on propose ce genre de choses en dehors des périodes un peu de rush, quoi, avant Pâques et tout, quand on a des périodes un peu plus creuses, c'est vrai que ça peut être super aussi pour avoir une relation un peu plus proche avec son client, quoi. Plus intime, on va dire, de montrer les coulisses de ma marque, quoi. Bon alors ensuite, notre deuxième exemple, c'est un business intéressant parce qu'il est
Il est à la fois B2C et B2B, c'est un escape game. Donc une activité là non plus en ligne, mais qui se déroule dans un emplacement physique, mais avec quand même un site marchand qui permet de prendre les réservations. Donc en fait c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que on peut faire du marketing digital, mais ça se passe dans un endroit physique, et donc il n'y a pas d'histoire de livraison par exemple. Ça, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la répartition un petit peu du budget de cette boîte? C'est assez spécifique en plus là, c'est bien parce que c'est un exemple concret de se dire est-ce que les marronniers sont importants ou pas pour moi? La d'une, donc c'est pour eux aussi. On a choisi cet exemple-là déjà pour vous donner un ordre d'idée. On a le droit de le dire. Donc c'est Time Tripper, l'escape game. Enfin c'est plus qu'un escape game, c'est on va dire un complexe qui a plusieurs objectifs, mais ça tourne autour d'un univers escape game. Donc c'est un business physique comme l'a dit Vianney. La répartition dans ce cas-là, on est plus sur une réflexion de quels sont les temps forts pour mon entreprise. Donc c'est vraiment une recherche de saisonnalité sur 4 ans et on adapte vraiment notre budget comme une sorte des vagues en fait de budget vraiment qui vont à la fois augmenter puis se réduire en fonction des saisonnalités. Et donc il y a plusieurs temps forts. Le temps fort numéro 1, c'est début d'année pour notamment les entreprises qui ont un budget, qui ont des séminaires à créer, parce que il y a tout un espace séminaire aussi. Donc des séminaires à créer ou aussi des vagues de recrutement à réaliser, parce que Time Tripper propose une expérience en fait d'amélioration du recrutement en mettant en fait des personnes dans des conditions, on va dire, qui sont pas des conditions d'examen normal, et ça permet de détecter en tout cas des comportements, des affinités, ce genre de choses. Donc on a le début de l'année qui va être vraiment important. Plus on va approcher des vacances, plus le budget va se réduire logiquement, mais c'est là où le B2C va reprendre fortement la base du budget. Il y a une espèce de vase communicant en fait. Toute la période d'été va être un peu légère pour le B2B forcément, mais très très forte pour le B2C, là où les familles vont venir tout simplement. Et en fait, on va revoir cette version-là un peu 50-50 à la rentrée. Et là, on a un peu quelque chose d'assez particulier, c'est que sur la fin d'année, on va avoir pas mal de réservations, à la fois B2C et B2B, parce qu'il y a notamment pas mal de cadeaux de Noël qui sont de cette façon. Une journée, par exemple, ou un escape game réalisé grâce à Time Tripper, donc qui sera offert pour l'année prochaine. Mais c'est des budgets du coup qui sont assez conséquents sur la fin de l'année, parce qu'on est sur une espèce de pic B2B et B2C, parce qu'il y a beaucoup aussi de fêtes de fin d'année qui peuvent se faire là-bas, qui sont l'escape game de fin d'année, en fait, la fête de Noël de fin d'année, où les entreprises vont directement là-bas faire leur journée ou leur soirée de fin d'année tout au long du mois de décembre, et ça réserve dès le mois d'octobre, novembre. Donc c'est là où faut être présent au niveau ads pour vraiment être présent sur les bons créneaux pour avoir un maximum de réservations tout simplement. Et ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est que en fait, comme on le disait tout à l'heure, cet exemple, il a encore forcé à réfléchir et à sortir un peu des schémas classiques du calendrier, parce que là, ce que tu as appelé la période de fin d'année, c'est pas vraiment un truc habituel du calendrier, c'est-à-dire qu'on connaît Noël, on connaît le Black Friday, et là en fait pour ce business-là, c'est peut-être le dernier mois ou le dernier mois et demi de l'année, et c'est pas une période qui est nommée, c'est pas une période qui a un univers créatif spécifique, et pourtant pour cette activité, c'était vraiment le moment où elle doit faire, peut-être pas un all-in, mais en tout cas y aller quand même franco. Et donc là, typiquement, on voit bien qu'il a fallu se poser et se dire, ok, pour nous, qu'est-ce qui va marcher, quoi. Et ça sort des dates bien connues du calendrier. Donc ça souligne vraiment l'importance de cet exercice. C'est ça. Sur l'aspect créatif, c'est important d'avoir une bonne réflexion. Notamment sur ce côté peut-être B2B, là, il y a des choses spécifiques pour là toi. c'est vraiment au-delà du visuel, c'est vraiment pour le coup le wording qui va être hyper important. C'est vraiment de se dire les entreprises qu'est-ce qu'elles recherchent en fin d'année, et vraiment dans la créa, ce qui va primer, c'est le message.
c'est le message, c'est qu'est-ce qui va intéresser ces entreprises, c'est de faire séminaire de fin d'année ou de fêter Noël entre collègues ou des choses comme ça. Et c'est vraiment de réfléchir à un message qui va vraiment répondre aux besoins des B2B, des professionnels, et de vraiment le mettre en avant sur la créa. Bien sûr, là, ce qui prime, comme c'est un lieu physique, c'est de montrer ce lieu physique. Donc là, par exemple, ce qui va être très intéressant, c'est de faire de la vidéo. Ouais. C'est de vraiment montrer typiquement, vous allez faire quoi pendant cette soirée, vous allez faire quoi pendant cet après-midi, cette journée, et de montrer où vous allez être, de montrer que l'endroit se prête à vous recevoir, quoi. Ok, ok. À recevoir et accueillir des gens. Top. Bon, on enchaîne avec notre troisième exemple. C'est un site de e-commerce dans le domaine de l'horlogerie, donc qui distribue des montres et des accessoires d'horlogerie. Uniquement en ligne, là pour le coup. Thomas, toi tu as beaucoup travaillé avec eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur leur fonctionnement? J'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé avec tous nos clients. Non, mais. Ouais, donc. On charbonne. C'est pas là ce qui est important, c'est là encore une fois, c'est un très très bon exemple. Parce que c'est une marque, c'est un site de distribution. Donc du coup, on n'a pas vraiment la main sur tout ce qui va être charte graphique long terme ou publicité marronnier. Ce qui va être hyper important, c'est ici les soldes, de ne pas louper les soldes parce que là-dessus, on a totalement la main. Sachant qu'on ne va pas dénaturer, on va dire, réellement l'image de la marque, on va dire de ces types de montres, parce qu'on va calquer notre charte graphique avec des soldes et ensuite on va faire passer des produits à travers cette charte graphique. Là où, par exemple, si on utilise vraiment un message particulier, par exemple pour la Saint-Valentin, qui n'est pas du tout dans les codes d'une marque de luxe de montre, et ben ça peut avoir des problèmes par rapport à notre partenariat. Donc du coup, Ouais. c'est là où vraiment la recommandation, voire l'ordre du client était de faire hyper gaffe par rapport à tout ce qui va être marronnier et conventionnel, où on va jouer sur des slogans particuliers. Là où par contre, sur tout ce qui va être solde, on n'avait aucun souci. Aucun souci, c'était bien détaché. L'aspect solde qui appartenait au distributeur et l'aspect un peu plus marronnier, conventionnel, sentimental qui appartenait aux marques. Voilà. Donc là-dessus, les temps forts, ils sont totalement logiques. Du coup, c'est les soldes et les périodes on va dire, de cadeaux. Là, on peut quand même parler très naturellement de, par exemple, offrez une très belle montre à votre père pour la fête des pères. Là, ça reste safe. On est d'accord? C'est vrai que On tu va as beaucoup pas d'occasions en une fait chose, pour ce type de Clairement. business. Voilà. Des Exactement. occasions de Il y a cadeaux, beaucoup t'en as d'occasions. plein en fait. C'est là où le budget est. C'est une gestion du budget un peu plus. En fait, on va pas augmenter, baisser tous les 2 mois. On va plus avoir des périodes de creux très rapides. On va vraiment se dire, c'est bon, cette période elle est terminée, mais peut-être que dans 3 semaines j'ai une nouvelle période. Du coup, je coupe mes budgets. J'ai un bon rappel par rapport à la future campagne. Je me mets bien de réaugmenter à ce moment-là et je réaugmente. Donc là, c'est plus un budget vraiment à prévoir, limite mois par mois, mais ça se pense vraiment une année à l'avance. Enfin, au mois de janvier, on sait déjà ce qu'on va à peu près dépenser. Suivant les résultats, bien sûr, on s'adapte, hein, mais on sait déjà à peu près ce qu'on va dépenser par rapport à chaque mois, par rapport à même chaque semaine, parce qu'on aura forcément un planning assez serré. Et tu peux nous donner un ordre de grandeur à peu près pour qu'on puisse se faire une idée du budget annuel pour cette boîte-là? Alors, cette boîte-là, oula, je crois, faut que je fasse mes comptes, mais Bon, si tu l'as pas, c'est pas dramatique. non, mais je crois qu'on est à bien 120 000 euros, je pense, ouais, bien 10 000 euros par mois, un peu plus même, Ok, ouais. même un peu plus, je dirais. Pardon? Le ROS, tu veux les ROS, c'est ça? Tu veux les revenus? Bon, ça c'est à la limite, on peut s'en passer. C'est plus là le budget qui est intéressant. Et est-ce que donc ce 120 000 euros annuel, j'imagine qu'il est modulé un petit peu en fonction des différentes périodes que tu as évoquées, C'est ça. des soldes et puis des occasions de cadeaux. Ouais, on peut aller du simple. C'est modulé et c'est du simple au double, hein. On peut très bien se retrouver un jour à dépenser 300 euros par jour alors que le jour d'avant on dépensait 100 euros.
Donc D'accord. voilà, c'est pour dire vraiment, et ça se travaille. Par exemple, je sais que je vais dépenser 300 € dans 2 jours, j'ai 10 000 € par mois. Je vais peut-être dépenser pendant une semaine 50 € parce que je suis en temps faible. J'ai fait un très bon résultat à la dernière opération. C'est pas, voilà. Moi, ce que je veux, c'est être sûr d'être présent par rapport à la concurrence sur tel ou tel ou tel créneau, en fait. Ok, ok. Voilà. Sur l'aspect créa, est-ce qu'on a des choses spécifiques à dire peut-être sur cette activité? Sachant que là, effectivement, comme le disait Thomas, c'est pas une marque, c'est un distributeur, Ouais. donc forcément on est un peu lié aussi par l'image de marque des marques qui Ouais. sont distribuées qu'on peut pas dénaturer. Là, c'est produit à fond. Enfin, c'est vraiment. Là, c'est un distributeur, donc il va avoir énormément de marques. Donc, c'est vrai que là, faut réfléchir un peu à une stratégie de vente, de pourquoi pas mettre en avant. Si par exemple, il y a une nouvelle marque qui arrive sur le site, bah, ça va être vraiment de faire du storytelling sur cette nouvelle marque qui arrive. Après, ça va être ouais, vraiment de montrer le produit, de catégoriser un peu ces montres, ce qui va nous permettre de faire comme des packages. Bon, vous n'allez pas vous acheter 10 montres, je pense, mais au moins ça vous permet de pas montrer en fait qu'une montre. Dans votre publicité, de faire un peu un package. Bon, je vais donner un exemple un peu bateau, mais ça va être les montres femmes, quoi. Enfin, ou les montres spéciales petit poignet, où le cadran va pas être très gros, va bien s'adapter si vous n'avez pas un gros poignet. Ça va être les différences de fermeture de montre, de mettre l'aspect en fait sur des détails Ouais. qui vont se retrouver dans différentes marques. Avec des photos potentiellement souvent prises de très près. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, bien les montres, ça reste un produit assez banal, assez classique. Donc, du coup, c'est pas hésiter à être créatif et de montrer des gros plans des montres, ce qui va permettre de parler de différentes marques en une photo, de vendre votre site de distribution de montres, quoi. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et ça va être 100% photo, quoi. Ouais. Enfin, ça, niveau, ça va pas être du tout de graphisme, de dessin. Ça peut être très intéressant de faire de la vidéo. Parce que, bon, une simple photo, c'est bien, mais une vidéo, en plus, en scroll stopper, n'est-ce pas? On n'en a pas encore parlé. Ouais. Mais au moins, la vidéo, ça peut être un panel, et puis là, vous pouvez vous amuser. Ça peut être, justement, vous vendez plein de montres différentes, bah, on montre toutes les montres que vous vendez, tu vois. Donc, clairement. ça, Et dans quelle mesure tu peux l'adapter, cet univers visuel de l'horlogerie aux différents marronniers? Parce qu'on imagine mal, par exemple, une créa pour Pâques avec une montre sur un œuf en chocolat. Enfin, j'ai l'impression que c'est un univers qui est quand même assez neutre, finalement. Bah, par exemple, pour Pâques, l'univers de l'horlogerie, on est sur l'easter egg, comme on parlait. On est sur, comme je disais, finalement, la montre sur l'œuf, ça peut être en fait totalement de... Là, comme on est sur un produit, il va y avoir du shooting. Donc ça peut totalement être faire un shooting avec comme thématique Pâques, où ça va être un univers qui va être un peu vert pour représenter le jardin, pour faire un mode easter egg, on a caché des montres dans le jardin. Bon, ça, c'est pas le budget de tout le monde, mais ça peut être totalement ça, en fait, d'aussi, quand on prépare ses assets pour l'année, se dire, il va y avoir telle période, bon, je vends des montres, les montres, ça s'adapte pas forcément à des dates vraiment précises, à part les soldes. Bah, je vais m'amuser sur mes shootings, je vais faire des shootings ou comme ça, sur mon site, à la période de Pâques, je vais prendre le contre-pied de Pâques et je vais faire un shooting univers Pâques, univers chocolat. Et ça peut être totalement drôle et original de mélanger l'univers chocolat avec les montres. Mais ça va être un peu des tests. Tu vas pas baser toute ta stratégie là-dessus. Non, Quoi. Ça va non. être tester une campagne comme ça, Oui. un peu à la marche pour voir ce que Et ça c'est donne. vrai que quand on a du gros budget, ou même pas forcément de gros budget, on n'est pas forcément une grosse marque, les gens ils aiment bien hein, quand les marques elles s'amusent, du moment qu'elles sont respectueuses, Oui, faut y aller quoi. C'est c'est vrai qu'il faut pas être trop coincé là-dessus. Effectivement. Non, pas du tout. Surtout sur des montres. Oui, pardon. Je dis surtout sur des montres où, comme a dit Colline, c'est un produit assez classique. Donc ça veut dire que si on reste dans le classique, on reste dans la masse. Alors que si on s'amuse un peu, si on crée un peu, on va tout de suite créer quelque chose de
d'un peu différent, attirer un peu les projecteurs sur sa marque, sur son site. Donc, faut pas hésiter, je pense, à essayer de sortir du lot, vraiment. Ouais, clairement. Voilà. Clairement. On a fait un peu le tour de ce troisième exemple. On a deux petites questions avant de terminer. Alors la première qui est vraiment l'actualité et qui est pour toi, Colline. Est-ce que les IA de génération d'images, comme peut-être Dali ou des trucs comme ça, peuvent avoir leur intérêt en créa, alors que ce soit par rapport aux différents univers qu'on a évoqués ou même dans l'absolu d'ailleurs. Est-ce que toi tu les utilises d'ailleurs? Alors, moi, j'ai commencé. Après, j'ai pas eu le temps de m'y attarder. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire. Parce que pour moi, c'est très intéressant, en fait. Enfin, je dis pas il faudra utiliser plus tard que les IA. Mais c'est hyper intéressant, en fait, de combiner la technologie de l'IA avec ces technologies créatives qu'on a déjà, donc différents logiciels et tout. Ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, bah, mine de rien, c'est dans l'air du temps. Donc, du coup, bah, on s'accommode à ce qui se passe en ce moment. Donc, mettre de l'IA, ça montre que vous allez être une marque qui va être dans l'air du temps, qui va surfer sur les tendances, sur... Après, ça, les gens qui voient tes pubs ne le savent pas forcément que ça a été généré avec une IA. Ouais, mais ça peut être bien, en fait, de le dire. Ah oui, tu le fais et tu le dis et tu dis que tu Ouais, l'as fait. ça peut être un parti pris, en fait, de l'assumer. Ça peut être bien de pas le dire parce que vous, bah, vous allez vous dire, tiens, je vais vouloir faire une créa qui est un peu moderne ou me dire, j'ai pas forcément le budget pour faire un shooting avec beaucoup de décors ou je sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, mais vous voulez faire un shooting dans une forêt, je sais pas moi, en Laponie, bah, votre marque va pas avoir le budget d'aller en Laponie. Donc là, ça peut être hyper intéressant de mêler l'IA pour créer son décor laponien. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, de créer son décor via une IA et d'après, bah, d'incruster, de faire du montage de ses produits, quoi. Et de rajouter un joli texte de greenwashing qui dit que pour réduire le bilan carbone, on l'a fait avec une IA Ouais. et pas en se déplaçant en avion. Bon, après, on n'a pas trop le sur bilan de place. carbone de ces IA, Oui, c'est vrai. mais ouais, ça peut. Enfin, moi, je suis 100% pour l'IA, de tester, de combiner en fait cette technologie avec le savoir qu'on peut avoir déjà en création. Et on demandait aussi par rapport à ChatGPT, mais je pense que c'est un peu la même logique, c'est que ça peut être intéressant, notamment pour avoir des idées pour rédiger des annonces. Maintenant, c'est rarement ça qui donnera la punchline sympa pour une créa ou pour une description d'un texte d'une pub, que ce soit sur Google ou sur Meta. Mais ça peut sortir des idées intéressantes en tout cas. Ah ouais, ouais, clairement. Non, mais c'est pour ça, enfin, c'est hyper intéressant. Pour moi, faut juste pas se réduire à ça. Faut juste pas se dire, je mets il me manque une baseline, il me manque un texte de description pour mon produit, pour ma pub. Je demande à ChatGPT, ah super comme texte, hop, je le mei. Ouais, Non, faut vraiment, faut le prendre par exemple en base et se dire, ah c'est intéressant, mais il faudrait plus que je mette ci. En fait, c'est de retravailler ce que nous donnent les IA. Moi, je trouve ça bien, ouais. quoi. Moi, clairement. Et on a une deuxième question. Alors, Thomas, c'était le plus pour toi. Sur. Alors, qui est un peu en plusieurs parties, mais sur comment dire, le fait de tester une campagne. Est-ce que déjà, toi, t'as une durée et un budget un peu template, si on peut dire, pour un test d'une campagne? Notamment si on prend l'exemple qu'évoquait Colline tout à l'heure du marque d'horlogerie qui va faire des shootings avec des œufs et qui va se dire bon allez on teste ça pour voir si ça marche. Alors déjà si vous avez la possibilité de faire des shootings, c'est que normalement vous avez déjà un peu de budget. Mais sinon cet exemple alors. non mais si on parle de ce shooting Easter egg, bon avec Colline on voit déjà à peu près combien ça coûte. Il y a un peu de budget derrière quand même. Mais sinon d'un point de vue général, je conseille toujours 1 à 2 mois de campagne pour avoir vraiment un recul sur ce qui fonctionne, est-ce que ça fonctionne ou pas. Quand on parle de tester une campagne, pour moi, c'est pas une campagne. C'est-à-dire que dans Google Ads, on va pouvoir créer, je sais pas, une dizaine de campagnes pour un même compte.
Et c'est surtout tester sa marque à travers de ce levier. Voilà, surtout qui pourrait aller. Donc, par exemple, je crée des campagnes sur Meta, je vais faire 1 à 2 mois de tests sur cette plateforme pour comprendre à peu près est-ce que mon audience s'y trouve. En termes de budget, le minimum pour moi reste 10 euros, même si ce serait bien quand même 10 euros donc d'atteindre par jour, hein, on est par d'accord. jour, excusez-moi, ouais, 10 euros par jour, 300 euros par mois. Donc le mieux, c'est quand même d'arriver à 20-25 euros assez rapidement pour pouvoir justement faire un certain nombre de tests en parallèle et d'avoir de la donnée qui arrive rapidement pour faire des prises de décision rapides. Voilà, tout simplement. Donc il faut surtout pas. En fait, le truc, c'est que quand on commence de l'ADS, il faut vraiment se dire j'ai l'argent, j'ai la trésorerie pour commencer ces tests-là. Il faut surtout pas, et ça c'est l'une des grandes erreurs quand on commence de l'ADS souvent, c'est de se dire que grâce à l'ADS, je vais pouvoir être rentable tout de suite. Alors que l'ADS, c'est juste c'est un élément du schéma. Ce n'est pas la chose qui va faire que la marque se développe de 100%. Ça peut arriver, mais c'est Oui. plutôt rare que en fait, le revenu repose sur l'ADS. Donc c'est pour ça que nous on parle beaucoup dans nos webinars et même avec nos clients de tout ce qui va être trouver son produit market fit, donc le bon prix, la bonne cible, la bonne façon de parler de son produit. Et ensuite, quand on a ça, quand on a aussi commencé un peu sa notoriété à travers bouche à oreille, relations presse, tout ça, là on va déjà avoir des ads qui vont mieux performer. Donc ne pas se reposer totalement sur l'ads pour penser réussir, mais plutôt avoir une vision de l'ADS va me permettre de booster mes résultats, va me permettre d'atteindre une nouvelle cible plutôt. Ok. Et je crois qu'il y a une autre question qui est dans Oui, la même c'était veine. la question qui était qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en avant un produit digital comme un site web ou une app. Donc Ouais, là, j'imagine ouais, que la question qui se cache derrière, c'est quel Quel est le mode meilleur, de communication ou quelle plateforme. Bah là, ce serait mentir que de dire qu'il y a une recette miracle. Hein. Ça, Nous, on ça conseille de serait- tout ce serait tester bon. en fait. Ouais, puis ça dépendra Et, ce qu'offre l'app aussi, Ouais, clairement. ce qu'offre le site. En fait, si alors je sais pas du tout de quel service on parle, mais par exemple, si c'est un, enfin, je manque d'exemples là, mais une Moi j'ai appli des qui permet exemples si tu de veux, retoucher mais des photos ou de supprimer un background de photos, Là, par ça va exemple, être, bah, il du suffit de Facebook. faire une annonce Google Ads en disant une annonce sur Google Ads sur la recherche supprimer background Ouais. photo quoi. Maintenant, si Ouais, c'est c'est une ça. appli pour je sais pas, t'as une idée? Bah, ça peut être une appli. Bah, après, tout simplement, ça peut être une appli bancaire, hein. Ouais. Une nouvelle appli bancaire. Il y en a plein maintenant, mais pour aider à gérer son argent. Ouais. Ou enfin on va pas les citer, mais enfin il y a plein d'applis maintenant qui te permettent de gérer ton argent, de faire des transactions, quand tu es en famille, en amis, etc. Bah ça peut être du Google Ads, mais aussi du Facebook Ads, Ouais. parce que si tu cibles quelque chose, je sais pas moi, je sais qu'il y a des choses maintenant qui existent pour quand tu es en coloc, gérer ton budget, tes courses, tout ça en coloc. Bah ça va être plus aller voir où est cette cible coloc, donc ça va Ouais. être du Facebook Ads par exemple. C'est ça, ouais. En fait, il n'y a pas il y a pas un truc qui marche pour un type de business, faut vraiment tester. Alors après, on peut avoir l'intuition que tel ou tel canal, que Google Ads peut-être sera plus adapté à telle activité, mais ça c'est que des intuitions et ça se vérifie par le test, donc en prenant la méthode que Thomas présentait juste avant, et en essayant peut-être de prioriser ces tests sur les canaux sur lesquels on a la meilleure intuition, parce que ça permet de gérer plus efficacement son budget, mais in fine le mieux, sans restriction budgétaire, ce serait de tester un par un tous les canaux, et avec des budgets plutôt faibles comme ceux que Thomas évoquait tout à l'heure, et une fois qu'on a trouvé des trucs qui marchent, là on regarde comment on peut scaler ça quoi. Ouais. Voilà un petit peu ce qu'on peut répondre à cette question. On arrive au terme de ce live, on a un peu explosé le chrono. Merci de nous avoir suivis. On est désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a eu avec notre duplex, qui s'est avéré être un petit peu plus complexe à mettre en œuvre que ce qu'on pensait, mais bon, ça n'a pas été trop problématique. Thomas a pu largement partager son précieux savoir. Donc on vous remercie. On vous donne rendez-vous le 17 février, c'est un vendredi, dans à peu près un mois, pour notre prochain live qui sera consacré au B2B, et on expliquera en détail comment est-ce qu'on peut adapter l'ADS à des activités B2B
C'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé et on a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc ne le ratez pas si vous êtes concerné. Et pensez aussi à faire un tour sur notre site. On a lancé une newsletter qui s'appelle Le Colis, qui est expédié 2 fois par mois, ce colis, et qui vous partage toute l'actualité du marketing, du e-commerce. C'est assez large d'ailleurs, ça va au-delà du e-commerce. Donc n'hésitez pas, on y met beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et c'est un contenu qui est vraiment très quali. Donc voilà, merci beaucoup, très bonne fin de semaine, à bientôt.